Aujourd'hui, un épisode qui promet de vous inspirer et de vous pousser à repousser vos limites. Nous avons l'honneur de recevoir une véritable légende de l'athlétisme, un homme dont la détermination et la persévérance ont conquis le cœur des Français. Il a non seulement dominé le monde de la marche athlétique, mais il a également maîtrisé l'art de la résilience et de la persévérance, comme on a pu le dire précédemment. Laissez-moi vous présenter Johan Diniz, médaillé d'or au championnat du monde, détenteur de records du monde, et bien plus encore. Au cours de cet épisode, nous allons plonger dans sa carrière, ses astuces pour la performance, sa transition après le sport de haut niveau et bien sûr les précieux enseignements qu'il a tirés de ses expériences. Vous découvrirez donc comment Johan Diniz a continué à avancer, à repousser les limites et à s'efforcer d'être la meilleure version de lui-même, bien au-delà des pistes d'athlétisme. Alors sois le bienvenu Johan, comment te sens-tu? Bonjour, ben, ça va très bien, merci. Ça va? En pleine forme? Oui, oui, impeccable, impeccable. Génial. Ben, question qu'on aime bien poser en début de podcast. Qui as-tu Johan vu par Johan? Qui je suis, vu par moi? Ben, maintenant, je suis un athlète retraité, qui essaye de continuer à se maintenir en petite forme, on va dire, sans vraiment d'objectifs, de gros objectifs. Ça, c'est un peu derrière moi maintenant, mais voilà, quoi, j'essaye de reprendre, on va dire, une routine qui est pas forcément simple quand on arrête sa carrière, hein, quand on arrête sa carrière de haut niveau, quand on est passé ouais, de 13-14 entraînements par semaine, donc à plus de 30 heures d'entraînement par semaine, à ben, on va dire un gouffre, hein, un vide. Je pense qu'il faut l'appeler enfin, pour moi, en tout cas, je l'ai vécu plutôt comme ça. Un vide sportif, on va dire, donc ça, c'était plutôt une phase, on va dire, assez compliquée à gérer parce que s'entraîner, sans but, juste, on va dire pour s'entraîner parce qu'on sait que le sport c'est bon pour la santé, Ouais. l'activité physique, mais pas forcément, enfin pas le sport de très haut niveau, c'est bon pour la santé, mais on sait que ça engendre forcément des blessures, des petites choses des fois qui peuvent être, attenantes à cause de la pratique du sport de haut niveau. Mais là, voilà, c'était plutôt la difficulté de se dire, bah, je vais m'entraîner, mais pourquoi en fait? Et ça a été, on va dire, assez compliqué. Et puis bah, après, on va dire que j'ai réussi à mettre une routine en place pour retrouver, on va dire, une certaine, une certaine conduite qui puisse me permettre, voilà, d'avoir la forme et de garder un peu la forme tout au long de l'année, quoi. Ok, deux questions me viennent. Le pourquoi est-ce que tu l'as trouvé déjà? Pourquoi est-ce que je l'ai trouvé? Ben, parce que en fait, en arrêtant complètement, comme je disais un peu, vraiment, un gouffre, le vide, donc Ouais. je l'ai plutôt, ouais, je pense que j'ai vécu, je pense ça vraiment de manière très difficile, hein. Enfin, pas l'arrêt parce que l'arrêt de ma carrière, je la souhaitais, donc ça, c'était pour moi, c'était acté, en fait. Donc il y avait pas Ok. d'aigreur ou de quoi que ce soit derrière, mais c'était plutôt, voilà, enfin, plus rien faire derrière ou pourquoi le faire? C'est ça qui a été compliqué. Donc au début, j'y allais un peu comme ça et puis sans trop d'objectifs, sans but. Je me suis blessé, assez gravement, et donc en fait, là, après, ben, après ça, en fait, je me suis vraiment bien blessé où j'ai eu une rupture totale des ligaments de la Wow. cheville avec un arrachement de la malléole. Enfin, j'ai pas fait les choses à moitié. Ouais. Donc derrière, il y a eu beaucoup de temps pour de récupération, de cicatrisation, et cetera. J'ai eu plus de 6 mois sans rien Ok. faire, donc et en début de l'année, en fait, en janvier 2023, enfin décembre 2022, je suis allé marcher pendant entre Noël et jour de l'an, mais marcher en rando, hein, au bord de la Ok. mer à Quiberon, Ouais, ouais. dans les embruns, etc. Enfin, c'est vraiment un lieu que j'adore. Et puis, ben, tu es au milieu de la nature et moi, j'ai tout le temps pratiqué, on va dire, une activité bah, de grand air, quoi, de plein air. Ouais. Et donc, ça m'a fait vraiment du bien de me ressourcer avec tous ces éléments, quoi. Puis je me suis dit, allez, il faut vraiment que j'arrive à me reconstruire une conduite, en fait, on va dire, qui me permette en tout cas bah, de repratiquer de manière récurrente et avec du plaisir, hein. Parce que bah, après, c'était compliqué pour moi. La fin de carrière, ça correspondait aussi avec l'entrée, on va dire, de, de,
de moi dans la dans la vie active. Enfin, la vie active, j'y étais déjà en tant qu'athlète de haut niveau Ouais, tu très et actif j'étais quand même, ouais. sportif de haut niveau et je gérais, on va dire, ben, une petite entreprise, hein, parce qu'il y a plein de monde qui est derrière toi, hein, pendant tout au long de ta carrière. Donc là, Ouais, c'était, bah, voilà, la seconde vie, on va dire. Donc être dans le milieu professionnel, donc là, tu te poses beaucoup de questions, en fait. Tu te dis: «Est-ce que tu as les capacités, les connaissances? Est-ce que tu as été, embauché, pour les bonnes choses? Est-ce que je vais pouvoir répondre à ces objectifs qui sont complètement différents d'objectifs sportifs, et cetera?» Et ça, c'est quand même aussi tu te poses beaucoup de questions, il y a beaucoup de doutes vis-à-vis de ça, savoir si tu vas être à la hauteur ou pas. Et donc ouais, moi, j'étais encore, on va dire, très athlète, dans mon approche même d'un métier. C'est-à-dire que, ben, je fonctionnais, bah, voilà, c'était, le travail, donc c'était le travail et c'était l'objectif travail et j'arrivais pas à switcher à côté et me dire, bah, à côté, je vais aller faire du sport, et cetera. J'arrivais vraiment pas à séparer les 2 et donc, ben, je préférais, mettre tout, on va dire, sur le travail, parce OK. que j'avais beaucoup de doutes par rapport à ça. Et puis, ben, au fur et à mesure du temps, au bout d'une année et demie, j'ai vu que oui, j'avais amplement et largement les capacités, pourquoi j'avais été embauché. Et donc, on va dire que naturellement, j'ai réussi après à réétablir une routine parce que aussi j'avais la confiance en moi, en fait, qui m'avait permis de pouvoir à nouveau, refaire des choses à côté, quoi. Mais Ouais. c'est pas évident, hein, c'est vraiment pas évident, c'est pas évident. Mmh. Ouais, il y a quelque chose, tu touches du doigt ouais, de beaucoup de sportifs là qui ont, cette problématique d'estime de soi, où il y a l'image de soi, l'amour de soi, la confiance en soi, derrière cette estime de soi. Et c'est vrai que quand on est, sportif de haut niveau, pour avoir interviewé un certain nombre d'entre eux, ici dans ce podcast, où je me souviens même Denis Troche qui était le premier, le 1er, à être passé, avec nous, donc il y a plus de 2 ans et demi maintenant. Et c'est vrai que Denis, travaillait déjà sur ces thématiques. Denis, qui est l'ancien entraîneur du PSG, Oui, qui est bien sûr, oui. accompagné. Ouais, tu vois. Je le connais, Et je l'avais vu, je l'ai croisé quand il était au Havre, au PSG, au ouais, rugby, après avec Clermont, je l'avais c'est croisé vrai une qu'il a paire fait de du rugby, du vélo ouais, aussi. Il a accompagné la FDJ, je crois. Et c'est vrai que il parlait de cette reconversion qui est ultra difficile. Et c'est vrai que l'État français accompagne les jeunes pousses justement à se développer, mais c'est l'après-carrière qui est vraiment difficile. Et l'estime de soi, ben ouais, c'est se retrouver ou se reconstruire avec une image qui est différente parce que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça soit à la télé, ou que ça soit l'adrénaline que tu dois avoir quand tu cours, ou quand les gens te reconnaissent, c'est moins, c'est différent en tout cas. Et, et ouais. ouais, complètement, complètement. Et donc du coup, cette estime de toi, tu penses que tu l'as retrouvée, de quelle manière? C'est en te prouvant en fait au travail que tu es capable de faire, c'est ça? Ouais, je pense qu'au début, ça a été, déjà, ouais, de manière professionnelle, mais c'était plutôt vraiment beaucoup de doutes, Ok. et puis après, bah, ça a été, voilà, en fait, le fait que j'arrive à conduire les missions pour lesquelles, j'avais été recruté, donc qui ont fait que, bah, c'est comme des victoires, on va dire, hein. Tu arrives à Au fur et à mesure du temps, bah, tu arrives à voir que finalement, bah, c'est des victoires, toutes les missions qu'on te donne et que tu mènes à leur terme, donc Ouais. et puis, bah, après voilà, il y a aussi un rôle managérial aussi, derrière en entreprise, qui font que, bah, si tu es bien accompagné, on te fait aussi prendre conscience en toi que tu as des forces que d'autres, par exemple, n'ont pas, bah, en étant sportif de haut niveau, en ayant eu une carrière très longue, et cetera. C'est des qualités, des capacités de résilience, et cetera, que des fois on va dire, on retrouve pas tous les 4 matins, dans le milieu de l'entreprise, quoi. Donc ça fait plutôt du bien après de s'en rendre compte, mais au début on s'en rend pas vraiment compte, on s'en rend pas vraiment compte, quoi. Et donc ça a été plutôt, on va dire, quelque chose quand même d'assez compliqué au départ à aller chercher. Il a vraiment fallu, je pense, une bonne année, avant vraiment que je prenne conscience et qu'on me fasse prendre conscience que, bah, que tout va bien, en fait, que tout va bien et que je peux, maintenant, réussir à switcher un peu la partie, travail, à me permettre, à m'accorder un peu du temps de récupération, pour aller faire, mon sport à côté
et puis une Ouais. activité, et cetera, quoi. C'était comme, en fait, quand tu étais athlète, ben, tu étais athlète, 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 athlète. Même moi, j'essayais quand même de m'ouvrir quand j'étais athlète. J'ai tout le temps été un fada de culture, de musique, de lecture, de peinture, d'expo, enfin de plein de choses, mais je prenais pas tout le temps le temps parce que, bah, forcément ma carrière, elle me demandait énormément de temps, en tout cas. Ouais. Donc c'est un peu pareil, au niveau professionnel. Mais une fois après qu'on a le bon équilibre et on trouve le juste équilibre, bah, c'est à nous de bien, de bien mettre le curseur, où il faut le mettre. Mais ça passe quand même, en tout cas, moi j'aime bien toujours maintenant avoir un petit objectif sportif, au cours de l'année, quoi. Donc l'année dernière, c'était repassé, en fait, je m'étais dit: «Bah, tiens, je vais me mettre à préparer un triathlon», en fait, Génial. parce que j'avais été invité, par Richard Dacoury, le grand basketteur, Ouais. sur le triathlon de Deauville. Et il m'avait invité, parce que Laurence, sa femme, bah, qui s'est beaucoup occupée de moi pendant toute ma carrière, savait que bon, il y avait des moments où ça allait plus ou moins bien, où moi j'étais beaucoup resté en contact avec elle. Et donc voilà, en fait, le fait de me redonner un petit peu, cette petit objectif, bah, ça m'a permis de replacer une routine, parce que professionnellement ça allait, et réussir à nouveau, on va dire, à placer, bah, c'est plus 14 entraînements par semaine. Et puis alors c'est vraiment plus du tout, moi j'ai pas, enfin j'ai plus rien à prouver. Donc je me dis que si je fais du triathlon, enfin je le fais pas, je dis pas que Laurent Jalabert il a quelque chose à prouver, hein, mais ça va pas être comme, Je pensais à lui ça aussi. ça va pas être comme Laurent Jalabert, je vais pas aller m'entraîner, Ouais. je vais pas faire que ça parce que j'en ai plus l'envie, en fait. Maintenant, j'ai envie juste de m'amuser, de prendre du plaisir et d'être avec plein de monde, de partager, de donner des conseils, d'être sur la même ligne de départ, voilà, Et avec le sourire. d'être un athlète, on va dire, comme les autres, au milieu de tout le monde, et puis s'amuser avec tout le monde. Donc ça a été vraiment une Ouais. belle expérience. Puis, bah, forcément, tu es reconnu, et cetera, donc tu discutes, tu apportes des conseils, tu encourages les gens, tu les Mmh. boostes, tu rigoles. Donc c'est plus, dans cette optique que moi je le fais, que vraiment dans un objectif de chrono, ou d'objectifs, enfin, ou de gros objectifs, sportifs, en tout cas. Enfin, j'y vais pas pour ça, j'y vais plus pour ça, en tout cas pour le moment, quoi, pour le moment. Ouais, pour le moment, on le note. Et du coup, tu parlais de routine quotidienne. Est-ce que c'est tous les jours, tu vas faire un temps de sport? Est-ce que tu vas faire, je sais pas, tu as des choses en particulier que tu mets dans ton Moi, quotidien? j'essaye d'y aller à peu près, au moins entre 5 et 6 fois par semaine. OK. Au moins, ouais, une fois par jour, mais pas tous les jours, hein. Ça dépend des fois quand j'en ai pas la possibilité, parce que j'ai eu des réunions toute la journée où j'ai été en déplacement et j'avais pas eu le temps, de m'entraîner. Ben, enfin, c'est pas grave, quoi. Je veux dire, maintenant, c'est pas grave, j'arrive à je le ferai le lendemain, quoi. Il y a pas mort d'homme, Pas de il y a pas pression. mort d'homme par rapport à ça. Je me mets vraiment pas de pression. Mais non, en tout cas, j'essaye au moins d'avoir une routine, et au moins d'y aller entre 5 et 6 fois par semaine, quoi. Ouais. Où je vais mettre, donc pas mal de courses à pied, parce que c'est ce qu'il y a de plus facile à pratiquer aussi, hein, quand on est, Ouais. Heu, enfin, il suffit d'avoir, on va dire, un terrain pas très loin, aller courir, soit sur une route, des sentiers, et cetera, une douche, et ça va assez vite. Alors que bon, bah, Ouais. tout de suite aller dans une piscine, prendre son vélo, et cetera, c'est, en tout cas en pleine semaine, c'est plus compliqué. Mais voilà, j'essaye de garder cette routine, de faire au moins d'aller courir, au moins de faire de la musculation au moins une fois par semaine. Mais vraiment, quand je dis de la musculation, de la vraie musculation, hein, aller en Ouais. salle, soulever des poids, faire du gainage, et cetera. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, quand on arrête sa carrière, et bon, moi j'avais fait beaucoup de musculation, et cetera, et quand on perd, en fait, bah, toutes ces qualités, on va dire, de force, ces capacités de Ouais. force, et cetera, bah, en fait, c'est là qu'on perd le plus, en fait. Et c'est même là, on va dire, bah, heu, enfin, tout part de la force, en fait. Je veux dire, que ça Mmh. soit sur les disciplines d'endurance, si on n'est pas fort sur son appui, enfin même solide, au niveau de ses bras, de son bassin, et cetera, on n'arrivera pas à,
enfin, je veux dire, notre foulée, elle sera dégradée, on sera fatigué beaucoup plus vite, on mettra pas les bonnes intentions techniques, biomécaniques, etc. Et donc, je pense que ouais, Ouais. c'est vraiment pour moi la capacité où que tu perds le plus rapidement, la OK. force. Et c'est là-dessus qu'il faut, pour moi, en tout cas, retravailler en premier. En premier. Donc, c'est plutôt là-dessus que j'essaye, en tout cas, d'être le plus régulier possible, de continuer à travailler En salle de sport la du coup? préparation Ou, physique en salle de ouais, sport, un peu tout le temps avec cette routine, un peu toujours en étant un peu comme quand j'étais un peu athlète, donc au moins des séances de bonnes heures et demie, ouais. avec pas mal de choses à l'intérieur. Et puis après, bah, je compose un peu après derrière avec du vélo et de la natation. Donc ouais, sport complet. Donc là, on parle d'activité physique, de sport. Est-ce que tu mets d'autres routines dans ton quotidien? Je pense, alimentaire, peut-être au niveau du sommeil, des choses comme ça pour toi être, voilà, bien? Bon, routine alimentaire, non, parce que j'ai tout le temps été, j'ai tout le temps été, on va dire, assez bon au niveau de mon alimentation. Heu, donc j'ai pas eu un en tout cas, je me suis pas vengé sur la nourriture, quand j'ai arrêté ma Ouais, carrière. Heu, on va dire que là-dessus, non, enfin, bon, j'ai pas trop de choses à faire par rapport à ça, on va dire. Même, je pense qu'au départ, tu continues peut-être à manger plus que enfin, moi après j'étais sur une discipline où, j'apportais pas assez de calories à mon corps par rapport à ce que je consommais quoi, parce que, bah, je OK. m'entraînais, 2 fois par jour, c'était des entraînements hyper longs. Donc souvent le matin, je partais après le petit déjeuner et je m'enquillais une séance de 2 heures, entre 2 et 3 heures, le matin. Je rentrais, j'allais manger, puis je repartais après l'après-midi pour faire la deuxième séance, donc qui était un peu moins longue, on mettait entre 1 heure et demie, 2 heures. C'était pas forcément de la marche, ça pouvait être une autre activité, mais OK. je faisais pas de collation et cetera avant. Je partais m'entraîner, j'avais le repas du soir. Donc en fait, j'étais que sur 3 repas et c'était beaucoup trop peu, pour moi parce que, ben, je consommais, ça dépend, mais en moyenne, j'étais au moins à plus de 4 500 calories par jour et OK. je devais en apporter, en termes enfin en nourriture, bah, on voit bien, hein, c'était pas on voit bien que pour apporter 4 500 Faut y aller, kilocalories, ouais. il faut pas manger, sur 3 repas. Donc en gros, j'avais pas assez d'apport et donc peut-être que je mangeais peut-être un peu plus, après, mais après finalement ça s'est vite réduit et bon voilà, j'ai jamais été un très, très gros mangeur. Donc Ouais. là-dessus en tout cas, j'ai pas plus de routine. Après non, routine de sommeil, bah, moi après je suis arrivé, on va dire, dans le travail, juste après la période covid. Donc Mmh. comme je suis dans un métier de service et cetera, je connais un peu je peux avoir du télétravail. Donc j'aime bien des fois avoir ces petites routines, de calme un petit peu, sur le début d'après-midi, de se reposer un peu, de La lecture petite et sieste. cetera. Donc ce que Ouais. j'avais, quand j'étais athlète et ça j'essaye de le garder aussi. Et puis voilà, le soir plutôt faire des temps calmes, où voilà, bah, j'aime vraiment moi bien la musique. Donc je suis vraiment beaucoup connecté, on va dire, sur FIP parce que c'est une radio qui est hyper éclectique et Et ouais, on peut trouver de tout. c'est vrai. Et puis après derrière, j'ai pas trop d'écran quoi. Je suis plutôt, après à aller lire, voilà, je lis encore beaucoup, beaucoup. OK, ça marche. Bon, beh, en tout cas, ça nous permet de voir un peu comment tu gères ta journée aujourd'hui, post-carrière de sportif de haut niveau, parce que la carrière continue. Mais comment on devient, athlète de haut niveau? Tu avais une envie particulière ou pas du tout? C'est arrivé comme ça ou, Moi, je l'ai toujours dit, j'ai pas été, enfin, je suis pas un bébé éprouvette, et je suis pas un bébé éprouvette INSEP ou qui est venu, un peu, ou d'un Crêpes et cetera, où voilà, on savait que je serais un athlète de haut niveau à un moment. De toute façon, je pense que c'est tout le temps compliqué de se dire, «Lui, il va être athlète, de haut niveau» quand tu es benjamin, minime ou cadet parce que voire junior, hein, parce qu'il peut se passer tellement de choses avec l'adolescence et cetera qu'on sait enfin,
il y a énormément de paramètres qui font que c'est pas une science exacte. Ouais, c'est Donc clair. non, non, moi je suis arrivé vraiment très tard, où j'avais 22, 23 ans, 22 ans quand j'ai débuté la marche, et athlète de haut niveau, mais athlète de haut niveau, on va dire reconnu sur les listes ministérielles, etc. J'avais 25 ans, quoi. Donc c'est arrivé après les championnats du monde en 2003 à Paris. J'avais débuté la marche athlétique 2 ans avant ces championnats du monde à Paris en 2003, mais vraiment de façon pas du tout de haut niveau, plutôt en dilettante. Mais on a vu en moi des grosses qualités, des grosses capacités en tout cas sur cette discipline. Et donc, à la fin des championnats du monde en 2003, je me souviens, j'y étais allé puisque je travaillais dans un club d'athlétisme à l'époque. J'étais Ok, emploi jeune dans un club d'athlétisme à Reims, et donc ouais. on emmenait des enfants du quartier de Reims aller voir Eunice Barber en fait, qui avait fait l'heptathlon et le saut en longueur. Donc on Ouais, sait qu'elle ouais, avait fait assez connu dans le monde de cette l'athlétisme. fameuse médaille d'or lors du concours de saut en longueur. Cette heure de Ouais, folie là, avec toutes les médailles qu'on avait fait avec le 4 x 100 mètres, etc. c'était dingue, ouais. Et puis bien sûr, sa médaille également sur l'heptathlon, c'est la médaille d'argent avec la bataille avec Caroline Kluft à l'époque. Ouais, Donc tout ça, j'avais pu aussi aller voir la marche un petit peu en même temps. Et où on était venu me voir, on m'avait dit, tu sais que tu pourrais aussi peut-être être aussi de l'autre côté de la barrière si tu te donnais vraiment les moyens, etc. Donc j'ai dit pourquoi pas. En tout cas, ouais, ça a vraiment été connecté quelque chose en moi dans le cerveau où j'ai totalement switché. Je me suis mis vraiment dans l'optique de faire du sport de haut niveau et de me donner les moyens. Et donc, ok. c'est là que ça a commencé vraiment, on va dire, après Paris en 2003, où je me suis vraiment investi à fond pour ça. Et, euh, et d'ailleurs, j'aurais déjà pu, je pense, largement faire les Jeux Olympiques à Athènes, mais malheureusement, j'arrivais un peu de nulle part, et donc j'ai pas eu ma chance totale pour pouvoir m'exprimer. Malheureusement, j'y suis pas allé. Bon, bah, tant pis. Et puis derrière, voilà, je faisais mes premiers championnats du monde après en 2005 à Helsinki, Génial. jusqu'après, mais après, quand on est plus vieux, quand on a plus de bouteilles, on va dire aussi sur la vie, en général, je pense que c'est différent. Tu l'abordes certainement différemment également, le sport de haut niveau. Alors, certes, tes courses, etc., t'es un cadet, hein. Même si t'es vieux, t'es un vrai cadet parce que enfin, t'es vieux pour le sport de haut niveau parce que tu t'as pas connu ça étant jeune, etc. Donc tes stratégies, etc., elles sont complètement. Tu cours Beaucoup de vraiment feeling. comme un cadet au fini. Ouais, Et puis après, on va dire qu'après, par contre, ça te permet quand même de beaucoup relativiser des fois sur beaucoup de choses, mm, euh, parce que tu as peut-être connu beaucoup de choses aussi avant, ok. autres que autres que les problématiques liées au sport de haut niveau. Et puis après, aussi dans ton entourage, etc., qui peut être aussi un peu différent. Et puis après, tu essayes d'avoir aussi une approche un peu différente, un peu différente, et puis t'entourer après forcément de personnes qui vont réussir à te cadrer pour réussir aussi après dans tout ce que tu mets en place, parce que voilà, après tu mets beaucoup de choses en place Ouais. pour réussir à être un athlète de haut niveau, et après à être dans des grands championnats, et après en plus à être performant dans des grands championnats, c'est encore autre chose. Donc tout ça, ça demande beaucoup de choses, quoi. Ça demande beaucoup de choses. Ouais, mais je vois ça, ça se voit et ça s'entend, et comment tu en parles, mais comment quels sont selon toi les critères qui t'ont permis vraiment d'aller toucher ces records, d'aller toucher ces médailles? C'est quoi? C'est un objectif déjà clairement établi? Euh, Non, j'avais pas du tout, je connaissais pas du tout mes capacités, hein, ok, mais euh, enfin, je les ai vraiment vus en fait en 2004. Enfin, quand je dis, en fait, en 2004, on va dire que la sélection pour les Jeux Olympiques en marche athlétique, elle était faite, hein, avec ok, Denis Langlois et Diriva, et puis en balance, il y avait David Boulanger, donc c'était les trois marcheurs, on va dire, dans les années 2000,
2007-2008 qui étaient les marcheurs de l'équipe de France historique quoi depuis les années 2000. Et il y a un OK. petit gars qui est arrivé, qui est venu mettre un petit grain de sel là-dedans. Et je suis arrivé en 2004 où j'ai participé à mon premier 50 km enfin, j'ai vraiment vécu ça comme une injustice. Je marchais, enfin, Mmh. pour moi et pour beaucoup de monde, j'étais très propre. Enfin, on va dire, il n'y avait aucun problème techniquement, etc. Et puis au 45e kilomètre, du jour au lendemain, j'ai 0 carton. Et entre le 45e et le 46e, je prends 3 cartons rouges et je me fais disqualifier de l'épreuve. Euh, D'accord. et j'étais, mais j'avais largement les minima. Je faisais mieux que les 2 personnes qui étaient déjà au jeu, qui avaient présélectionné, on va dire. Et il restait une OK. autre personne qui était derrière moi à 2 minutes et qui était aussi sur les minima, mais non, c'était lui qui devait partir. Et on va dire que ce jour-là, je pense que vraiment j'ai été victime de mon ascension fulgurante qui est arrivée peut-être beaucoup trop rapidement. Et j'ai vraiment, ouais, je l'ai vraiment vécu très mal parce que moi je comprenais pas quoi en fait. Et j'allais sonder les gens en fait à côté et ils me disaient non mais on n'a jamais vu quelqu'un marcher aussi vite comme ça la première fois, c'est pas normal, donc il y a des étapes à passer. Donc je leur ai dit ah d'accord, bah, donc je leur dis donc bah, pour l'instant je vais faire 4h30, 5h et puis je reviens vous voir dans 10 ans et là cette fois-ci je ferai les minima et là vous m'acceptez. Enfin vraiment j'ai pris ça pour j'ai j'ai trouvé ça tellement injuste et tellement pas recevable comme argument C'est clair. euh, que, que derrière, je me souviens d'ailleurs, il y a eu les Jeux Olympiques à Athènes et moi je suis allé en même temps. Je suis allé faire un 50 km sur piste. Je me souviens, OK. c'est le premier que j'ai terminé à Villemomble, donc qui était dans le 93. Dans le 93, il y avait le championnat l'IFA qui était organisé, donc l'IFA, la Ligue de l'Île-de-France d'athlétisme, qui organisait leur championnat sur 50 km piste. J'y suis allé, OK. j'ai fait 3h52 sur piste et j'ai fait les minima pour les championnats du monde tout de suite en fait pour l'année d'après. Et je faisais mieux. Ben après, c'est pas pareil que ceux qui étaient aux Jeux Olympiques à Athènes, Mmh. mais c'était pas les mêmes conditions, c'était pas le même contexte, c'était pas Ouais. la même course, il n'y avait pas la même pression. Enfin, il n'y a rien à voir et j'ai pas comparé, mais en tout cas chronométriquement parlant, j'avais prouvé que oui, c'était pas un accident et j'attendais pas 15 ans Mmh. pour pour arriver, on va dire, déjà sur le devant de la scène au niveau de la France, et puis Ouais. après au niveau international, on va dire l'année d'après, quoi, l'année suivante. Ça t'a donné un gros coup de boost, j'imagine. Bon, un petit coup au moral, bon, un bon coup au moral au départ, et puis ensuite, là, comment t'as rebondi? Qu'est-ce que Un tu t'es gros dit? coup au moral au début, et puis après de l'incompréhension, et après j'ai voulu une grosse frustration que j'ai voulu transformer Ouais. en me disant allez, il faut que. Mais vraiment au tout début, ouais, j'ai pas dormi pendant des semaines. Ça a été vraiment compliqué, hein, pendant un petit mois où je trouvais pas le sommeil, je dormais pas, je comprenais pas ces arguments, etc. Et j'avais beaucoup de mal. Je vivais vraiment ça comme une injustice. Et le DTN de l'époque, en plus, on avait fait des demandes en fait pour que je puisse reparticiper à une compétition, pour refaire les minima, parce que j'avais montré que j'étais en capacité de les faire. Et j'avais eu un no-go de Robert Poirier, qui était DTN à l'époque. Donc vraiment, je comprenais pas pourquoi on ne croyait pas en moi, quoi. Donc ça a été dur. Et, euh, et donc derrière, on va dire que au sein de mon club et puis de mon entourage, on m'a aidé, on m'a soutenu également pour que je puisse continuer et puis à croire en fait en mes forces, quoi, en mes forces, voilà. Ouais. Bon, en tout cas, waouh, c'est relativement, bah, c'est dingue quand même d'en être là, et j'espère que ça se passe de moins en moins dans l'athlétisme, et qui plus est français, ce genre d'injustice. Bon, après, je pense que dans le sport, dans chaque sport maintenant, enfin, j'accompagne pas mal d'athlètes dans le nouveau métier enfin, dans mon métier, donc Ouais, tu vas nous je en vois parler qu'en tout à fait, que l'heure. dans de nombreux métiers, enfin, dans de nombreux sports, il y a quand même toujours, en tout cas dans les sports individuels, mais même dans les sports à mon avis professionnels, hein, Hmm. dans les sports collectifs, ça doit être aussi comme ça, mais il y a tout le temps, on va dire, à un moment, une petite injustice qui fait que qui va aller te dire que derrière, c'est pas de la rancœur, mais en tout cas, tu es là quand même.
dans le truc, tu te dis: «Bon allez, je vais leur montrer que», mais après par contre, faut pas que ça soit un leitmotiv, de carrière, de dire de tout le temps, démontrer et montrer que tu as ta place, d'être là, quoi. En tout cas, faut pas marcher, en tout cas pour moi, je j'ai jamais marché en tout cas avec de la rancœur, j'ai tout le temps après dans ma carrière, quand je marchais et quand je me suis entouré, de différents entraîneurs, c'est parce que j'avais le besoin de de changer parce que je sentais en fait au sein de moi et de mon corps et de mon esprit que voilà, en fait, on avait fait le tour ensemble, et puis, ben, je demandais énormément, en tout cas en termes d'investissement, parce que je m'entraînais beaucoup, et puis, bah, on va dire que je consommais beaucoup de jus de cerveau et 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 de disponibilité à côté. Donc ça, c'était aussi, on va dire quelque chose de très dur, je pense, dans l'accompagnement. Et voilà, moi, je sentais que des fois, voilà, il fallait que je switch, parce que, bah, voilà, tu sentais que tu arrivais au bout d'une histoire ou au bout de la route, au bout du chemin et que fallait savoir, ben, séparer, on va dire, normalement, pour continuer après à trouver un accompagnement qui t'apporterait, on va dire, encore quelque chose d'autre, pour aller, ben, après tutoyer, des sommets, quoi. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai fait, mais en étant tout le temps très reconnaissant envers mes Ouais. entraîneurs et avec qui, hormis le premier qui a pas trop compris, et qui était un ancien athlète de haut niveau, donc je pense que c'est certainement pour ça que ça s'est très mal fait avec Denis Langlois. Après tous les autres, enfin j'ai eu 2 entraîneurs qui ont été Pascal Chira et Gilles Roca. Heu, enfin en tout cas avec eux, j'ai tout le temps gardé, de très bons contacts, et quand je m'étais séparé de Pascal, il le comprenait très bien et il savait que lui aussi il arrivait au bout d'un cycle et il savait plus comment m'accompagner aussi. Il avait mis OK. tout en place et il savait que c'était le moment que, bah, voilà, de donner le relais, quoi, je veux dire. Et puis, Ouais. mais par contre, d'être toujours là en soutien, sur des entraînements, de m'accompagner en stage, etc. Ça se faisait vraiment de façon naturelle, alors qu'avec mon premier entraîneur qui était Denis, ouais, il y a eu de la Mmh. rancœur tout de suite et de l'incompréhension, quoi. Fallait pas en fait que l'élève, je pense, l'élève avait dépassé le maître, trop rapidement en Ouais, fait, il et y a ça l'ego c'était qui a compliqué, pris quoi. un coup là. C'était ça, quoi, c'était ça. Et donc là, en tout cas, pour aller toucher les sommets, je me rends compte que l'entourage est hyper important, mine de rien, d'avoir un entraînement, d'avoir des routines. Tu parles d'alimentation tout à l'heure, est-ce qu'il y a d'autres choses qui, pour toi, sont indispensables, si tu veux aller là-haut, quoi? Bah, pour moi, ça a été, comme je te disais tout à l'heure un peu, j'étais beaucoup à l'instinct Mmh. et à la sensation, heu et au feeling en fait. Et en fait, on va dire que, bah, en tout cas avec Denis Langlois, lui, m'a vraiment apporté les bases, les fondations de ce qu'était le sport de haut niveau et ce qu'étaient des routines à mettre en place, à m'entraîner 2 fois par jour, à faire du kilométrage, voilà, à être capable de supporter, on va dire les affres du haut niveau, et cetera. Donc, il l'a vraiment très bien fait. Il a vraiment bien construit les fondations. Mais après, il manquait certainement des choses, surtout, on va dire, sur l'aspect, préparation physique, et cetera, où je m'y retrouvais pas vraiment. Et puis aussi, heu, l'aspect, on va dire, plutôt, avec les nouveaux outils, où on était, on va dire, sur un entraînement plutôt empirique, et j'allais plutôt chercher quelque chose après plutôt, complètement à l'inverse, très pointilleux, donc avec, tout ce OK. qu'on peut faire, des batteries de tests en laboratoire, et cetera, des prises de lactate, des plein de choses, enfin tout ce qu'on pouvait faire, tout ce qu'on fait actuellement. Mais Mmh. après ça, on va dire que ça m'a aussi, freiné, dans ma progression parce que, ça m'a aseptisé, on va dire. Ça m'a plutôt aseptisé, et Pascal, lui, il a été plutôt, là pour trop me cadrer et trop me contrôler, et on va dire que c'est pas là où j'ai été le meilleur parce que, ben, en fait, au fur et à mesure de l'entraînement et du temps passé ensemble, je devenais de plus en plus,
pieds et poings liés, quoi, on va dire. Il y avait une telle relation tous les deux où on était tout le temps ensemble, mais aussi de confiance et euh, qu'à un moment, ben, il voulait beaucoup trop tout régencer, trop tout régler, tout trop contrôler, et ça n'a pas non plus été bon, et je pouvais pas m'exprimer. Alors que Gilles, on va dire sur la dernière partie de ma carrière, lui, il a été là pour, comme il me disait, que voilà, les deux entraîneurs précédemment, ils avaient fait tout le travail, hein, que j'étais déjà un athlète de haut niveau qui était complet, et que lui, voilà, la seule des choses qu'il avait besoin que je retrouve et qu'il voyait de l'extérieur, qui avait un regard extérieur, parce que c'était quelqu'un qui me connaissait depuis très longtemps, puisqu'il m'avait accompagné dans mon club. C'était un entraîneur de club, qui est toujours un entraîneur de club. Et il voyait, en tout cas avec son œil extérieur, que voilà, en fait, il suffisait que de me remettre des petits grains de sable sur la route et de venir avec le bon balai, comme c'était cette métaphore qu'il mettait en place. Mais voilà, c'était mettre des grains de sable et moi, je devais trouver le bon balai pour retirer ces grains de sable et retrouver, on va dire, cette, cette, ce feeling, en fait, ce côté imprévisible, ce côté un peu foufou, etc., que je pouvais avoir. Que j'avais totalement perdu et qui me coûtait certainement, qui m'a coûté, je pense, des podiums et des courses durant ma carrière. Et avec lui, on Ouais, va dire que tout ça, j'ai réussi à retrouver en tout cas ce côté jeu en fait, où moi ça a tout le temps été le jeu, c'était jouer, et quand je marchais pas, je calculais pas quoi. Je veux dire quand j'étais dans une course, euh, je prenais pas le départ et comme certains le faisaient, on savait qu'il y avait des athlètes qui se feraient disqualifier pour dopage derrière, hein, notamment les Russes, d'accord. les athlètes Ouais, ça, russes. c'était vu. Ah ouais. Mais moi, je marchais pas pour être deuxième, quoi. Je veux dire, ou je marchais pas pour être sûr après de faire une médaille parce que j'allais finir cinquième et que les trois ou quatre devant, ils allaient être disqualifiés pour dopage. Enfin, je sais pas comment on pouvait marcher comme ça. En tout cas, c'était pas en moi. Moi, j'étais Ouais. obligé d'aller devant avec eux, aller me mêler à la bagarre parce qu'une course, c'était pour moi, c'était une lutte d'homme à homme avec. Bah, j'avais mes armes, ils avaient les leurs qui étaient forcément un peu plus costaud, mais en tout cas quand ça fonctionnait, ça donnait des courses, on va dire dantesques, où voilà où on se faisait pas de cadeaux, où c'était la guerre, mais il y avait Et ouais. un profond respect aussi entre nous parce qu'ils savaient que j'étais là, j'étais le grain de sable en tout cas, mais ils savaient que en tout cas, il me prenait au sérieux quand même, quoi. Il me prenait pas à la légère et j'arrivais un peu comme ça de nulle part, mais j'avais des armes pour lutter contre eux et bon, quand ça fonctionnait, ça fonctionnait. Et puis bon, après, comme je dis, ah bah, certes, peut-être qu'en voulant tout le temps marcher et en calculant avant d'être quatrième ou cinquième pour après aller chercher une médaille, j'aurais certainement pas le même palmarès, euh, mais Ouais, c'est euh, clair. mais c'était pas dans mon c'était pas en moi. C'était pas en moi, je Ouais. ne savais pas faire. Donc après, je le regrette pas en fait, mais parce que quand c'est pas en toi, tu peux pas marcher contre nature, c'est impossible. Tu peux pas faire quelque chose contre ta nature. En tout cas, avec mon tempérament, etc., c'était impossible. C'était impossible. C'est clair. Comment tu gères bah, le stress des compétitions? Parce que mine de rien, de faire les championnats, les Jeux Olympiques, championnats du monde, championnats d'Europe, bah, c'est quand même un niveau de stress, j'imagine. Comment toi, tu arrives à gérer ce niveau? Bah, en athlée, on était assez, on va dire, en plus, on était super attendus. Bon, alors la marche, c'était pas le sport qu'on attendait le plus à l'époque, hein. Euh, mais bon, comme l'année en 2006, hein, je me souviens quand j'ai gagné les championnats d'Europe, mes premiers championnats d'Europe à Göteborg, il y avait le Ouais, président de la Fédération française d'athlétisme. Le jour de ma course, on marchait en fait dans le centre-ville de Göteborg et juste à côté, il y avait le stade, pas très loin. Et il y avait notre ok. hôtel qui était sur le parcours. Et donc, il y avait le Club France qui était un peu plus loin, dans Göteborg. Ouais. Et donc, il avait organisé un petit déjeuner avec tous les journalistes pour mettre, on va dire, où il les invitait et il parlait de la politique qu'il allait mettre en place sur la prochaine Olympiade, etc. Et c'était drôle parce qu'en fait, il y avait le 50 km marche et il n'y avait personne au départ. D'accord. Voilà, et puis bah, au bout du 25e kilomètre, je crois que je dois être troisième de la course,
Et là, tout le monde commence à se dire, waouh, ben là, on a un Français qui est sur qui est sur qui est sur le podium. Bon, il reste 25 kilomètres, mais bon. Et puis au 30e, au 35e, bah, là, maintenant, on a le Français qui est deuxième. Et puis au 40e, ben là, au 44e, je remonte sur le Norvégien. Et là, on dit, ah bah là, cette fois-ci, il est premier et le mec, il va gagner les championnats d'Europe, quoi. Et en fait, personne ne me connaissait. Et puis, bah, tous les athlètes descendaient de l'hôtel, venaient m'encourager. Je me souviens de Muriel Urtis, euh, Benoît Z qui courait partout sur le parcours, qui faisait le tour du parcours, qui Excellent. faisait un footing et qui m'encourageait tout le long. Enfin, Vincent Le Dauphin, etc. Enfin, des athlètes de l'époque, quoi. Qui étaient Ouais, là et génial. qui m'encourageaient et c'était super drôle et finalement bah, toute la presse qui s'est dépêchée qui a quitté le président, qu'on dit bon bah, vous êtes gentil avec votre discours, mais finalement là on a un mec, on va avoir une médaille d'or, donc on va au stade et donc ils sont arrivés en retard et voilà la zone mixte ça a pris un temps monstre bah, parce que tout le monde voulait savoir bah, qui j'étais, le phénomène qui arrivait, c'est qui ce gars Trop quoi bien. qui se pointe et qui est champion d'Europe, donc ça a été plutôt drôle avec mes longs cheveux, mes lunettes, enfin je ressemblais à rien quoi, j'avais pas de physique. Voilà, comme je dis, voilà, avec Denis, c'était beaucoup d'endurance, beaucoup de fond, quoi. Et physiquement, j'étais pas solide, etc. Donc c'était complètement différent, mais donc, si t'avais pas un physique d'athlète, c'était complètement atypique, quoi. Donc et Ouais, c'était plutôt drôle. Et puis j'avais 28 ans. Enfin, ok. c'était quelque Trop bien. chose de complètement drôle. Donc là, j'étais pas attendu, on va dire, et c'était marrant. Et puis bah après derrière, après forcément la pression elle s'est mise à monter. On est arrivé un peu dans une période un peu de vache maigre, hein, qui n'a pas duré longtemps, mais en 2007, Mhm. beaucoup d'attentes parce que avant le dernier jour des championnats du monde, bah, c'est un peu comme cette année finalement. On était à 0 médaille l'avant-dernier jour. Et Ok. il restait deux athlètes qui n'étaient pas vraiment la sécurité sociale. C'était moi et enfin Romain Ménil à la perche et Ok. moi. Donc Romain Ménil et moi, c'était plutôt bon. Moi, j'arrivais, j'étais jeune, j'avais jamais fait vraiment le championnat du monde, donc waouh, qu'est-ce qu'il va nous faire? On n'a pas de médaille. Et puis Romain, bah Romain, c'était aussi tout l'un tout l'autre, quoi. Soit ça passait, soit ça Mhm. cassait. Et donc je fais médaille, je fais la médaille d'argent. C'est moi qui fais la première médaille. Trop bien. Puis bah, derrière, ça débloque le compteur et puis ça enlève peut-être aussi une part de stress à Romain, je sais pas. En plus, on était collègues de chambre, donc c'était plutôt drôle. Ok. Euh, et puis, bah, on fait tous les deux médailles d'argent et on repart avec deux médailles de Osaka. Mais bon, c'était quand même tangent. Hein, mais et puis bah après en 2008. En fait, en 2008, moi, mes premiers Jeux Olympiques, vraiment, bah, j'ai eu une mononucléose cette année-là. Je suis revenu de stage en Afrique du Sud avec une mononucléose et la toxoplasmose. Et ça m'a complètement, on va dire, pompé, mais j'étais fatigué pendant pas mal de temps. Et Ouais. ouais, ça a été une course à la remise en forme. Mais ça m'est arrivé au mois d'avril-mai. Donc les Jeux Olympiques, c'était au mois d'août. C'était une course contre le temps, une course contre la montre, où j'ai pu commencer à me réentraîner mi-juin, fin juin, un peu de façon assez difficile, mais voilà, avec ma tête, j'ai essayé de me dire, allez, faut que je sois prêt, faut que je sois prêt, mais je pense que enfin, j'ai tout fait pour y aller parce que pour moi, on m'avait volé les Jeux Olympiques à Athènes en 2004. Ok. Et donc, il fallait absolument que je sois là-bas en 2008. Mais en 2008, enfin, je fais pas la course et je suis pas du tout acteur et je suis même spectateur de cette course. C'était pas du Ok. tout la pression ou quoi que ce soit. Je pense que j'étais vraiment épuisé en fait, épuisé par un combat en fait contre la maladie, on va dire, qui fait que derrière tu es complètement épuisé et que t'es pas prêt, on va dire, mentalement et physiquement à affronter un 50 kilomètres parce qu'après c'est une épreuve, si t'es pas prêt mentalement, alors physiquement, on n'en parle pas, si t'es pas prêt physiquement, c'est même pas la peine de prendre le départ, mais Ouais. c'est mentalement. Je pense que quand on te dit t'as pas de mental ou t'as du mental, ça c'est des conneries. Mhm. Déjà prendre le départ d'un 50 kilomètres, si t'as pas, si tu te dis ben j'ai peur, bah t'y vas pas quoi. Enfin je veux dire, ou la longueur de l'effort, c'est plutôt être capable d'avoir cette endurance mentale, on va dire, pendant 3h30, 3h45, 4h, 4h15 même pour certains d'efforts. C'est bah, pendant 4 heures d'effort, faut que tu sois focus
et que tu laisses pas rentrer d'émotions, que tu essayes d'être le plus robot possible, on va dire quoi. Vraiment, c'est un truc où Ouais, tu fais rentrer deux trois points que tu as bien travaillé derrière, et puis après, faut être prêt mentalement à affronter une épreuve de plus de 4 heures avec tu sais que ça va passer par des hauts, des bas, etc. Et qu'il faudra être prêt à répondre à la moindre attaque, etc. Et donc là, en tout cas, je sais que j'étais pas forcément prêt, mais après la pression surtout, c'était surtout de prendre le départ de cette épreuve, en fait. Voilà, te dire, bon, est-ce que je suis capable, est-ce que je vais arriver à aller au bout de cette épreuve. Après, la pression extérieure, je pense elle était là, mais après, on a vite eu, on va dire, après 2008, j'ai fait partie après de cette génération-là, même si j'étais un petit peu moi déjà arrivé avant, mais après de cette génération dorée avec l'accompagnement avec Gagny Yalouz, et Renaud Longuèvre, André Giménez, etc., qui nous accompagnaient tous. d'accord. Euh, où on a eu cette génération avec voilà, l'avènement de Christophe Lemaitre, de Teddy Tamgo, de Renaud Hmm. Lavillenie, euh, et puis des anciens aussi qui étaient là, comme Mélina, moi, comme Mayedine. Donc tout ça, ça faisait une chouette équipe de France. Avec il y avait aussi bien sûr Kevin qui arrivait également, donc voilà, donc tout ça, ça Kevin faisait une comment? Kevin Meilleur? Mayer, Ah ok, d'accord. Ouais, ouais, déjà. Qui arrivait Ah ouais, il devait être tout également, jeune. Pierre Ambroise Ok. aussi, tout ça, et on arrivait tous de 2009, on va dire entre 2009 et 2017, on n'avait pas de pression, vraiment pas vraiment de pression, parce qu'on savait que Il y avait du niveau, quoi. on était capable de briller. Enfin, la pression, elle reposait pas sur une ou deux ou trois athlètes, Hmm. quoi. Elle était vraiment diffuse, et on était une équipe. On va dire qu'on était un vrai collectif. La force de Gagny, ça avait été de réussir de créer une équipe, voilà, une équipe de France, c'est-à-dire d'être une équipe, quoi, c'est-à-dire de faire avec nos différences. Toi, tu fais du lancer, de l'heptathlon, du demi-fond, de la marche, du sprint, mais apprendre à connaître la discipline de l'autre, savoir aussi ce que c'est cette discipline, ce que ça demande comme effort, etc. Pouvoir partager tous ensemble sur des stages, sur des moments forts, des séminaires, etc. Tout ça, ça nous a en fait, ça a fait sauter plein de barrières. On a tous appris à connaître nos disciplines et à vivre tous ensemble. Et ça a été vraiment, ouais, je pense, vraiment la super cohésion pendant ces 8 années où Gagny il a été à la tête de l'équipe de France d'athlétisme, quoi. On se rend pas trop compte, Il y avait hein. un vrai collectif avec de gros résultats, avec des gros résultats. Et l'avènement, ça a été 2017, même s'il était plus DTN, il venait de donner la main Hmm. pour reprendre l'INSEP, mais c'était encore sa politique qui était mise en place cette année-là. Avec 3 médailles d'or au championnat du monde avec Kevin, Pierre-Ambroise et moi, avec 3 profils complètement différents, avec des courses complètement dingues pour les trois. Hmm. Euh, des épreuves, et puis Mélina derrière qui fait également une médaille, Relais qui font les médailles, enfin c'était vraiment fort, donc ouais, pour moi la pression elle était plutôt diffuse, et puis après le château de cartes, on va dire, au château de sable, il s'est écroulé un petit peu au fur et à mesure, où nous, certains anciens, on a commencé à le voir, à prévenir, et puis malheureusement, on voit maintenant enfin, euh, il va falloir réussir à reconstruire, on va dire, Hmm. même si on essaye de le faire, mais Avec les essayer de JO, reconstruire, donc notamment. pour l'après 2024, réussir à retrouver, je pense pour moi c'est super important, réussir à retrouver tu peux pas briller tout seul de manière individuelle, je pense que c'est dans cet élan collectif. Alors ouais, il y a une super bonne ambiance, etc., mais il n'y a pas que l'ambiance qui fait que, il faut vraiment réussir à recréer un véritable collectif entre tout le monde pour pousser, on va dire, l'athlétisme vers le haut, parce on a beaucoup de pépites encore, hein, au sein de l'équipe de France d'athlétisme,
Et je pense il manque pas grand-chose pour que l'étincelle, elle reprenne et qu'on puisse performer. Mais après, voilà, 2006-2007, on est à 2 médailles sur un championnat du monde. Et là, on en a fait une, mais voire deux. Si ça avait souri, on aurait pu en faire deux, trois. Mmh. Mais on est tout le temps quand même sur le même niveau, on va dire. Il y a une telle densité aussi dans ce Ouais, sport, ouais. avec une telle concurrence, avec plus de 200 pays, on va dire, qui participent à des championnats du monde. Donc c'est énorme. Mmh. Euh, c'est un sport qui, pour moi, qui restera toujours un peu à part et où la concurrence est vraiment rude, quoi, est vraiment rude. Et tu le vois d'ailleurs sur un village olympique, tous les athlètes, dès qu'ils terminent leurs épreuves, que ce soit n'importe quel sport, où ils veulent aller, c'est sur le stade, quoi. Mmh. C'est au stade, Bien sûr, ouais. c'est autour de la piste, etc. Du coup, C'est d'autres choses parce qu'on a tous commencé par là, quoi. Courir, sauter, lancer, marcher, c'est les bases de tous les sports après ouais, derrière. ça, on s'en rend pas trop compte en effet dans le monde voilà, de l'athlétisme. On pense qu'il y a beaucoup d'individualités. Alors certes, il y a des individualités, mais c'est un Bien sûr. collectif qui fait qu'il y a autant de réussite derrière aussi. Et ça, c'est bien de le souligner. Et je pense que Paris 2024 fédère même plus que des athlètes, on va dire, individuels. Mais voilà, il y a le rugby, il y a le foot, il y a des sports Bien co sûr. qui font partie aussi de cette équipe des Jeux Olympiques Paris 2024, si je prends juste cet exemple de Paris 2024. Et, euh, et ça, c'est chouette de voir cette nation quelque part, hein, qui est la France. Ouais, complètement, ouais, complètement. Comment on gère, mine de rien aussi, quand on est athlète de haut niveau comme toi, tu as pu l'être, mine de rien, l'aspect financier. C'est quand même quelque chose qui, autant quand on est au foot, il y a pas de problème, quand on est, quand on est en Ligue 1 et puis quand on est dans l'équipe de France de foot généralement. Mais quand on est en athlétisme, c'est un peu plus complexe. Comment tu as géré ça toi? Ouais, c'est super compliqué. Bah, au début, j'étais emploi jeune, dans mon club d'athlé, Ouais, donc je demandais rien et j'allais m'entraîner le matin tôt à 6 heures du matin, et j'y retournais le soir après mes heures de bureau vers 18 heures, 19 heures. OK. Et j'étais emploi jeune, j'avais un petit salaire et il fallait que je m'équipe et que je parte en stage et que enfin voilà, donc c'était tout compliqué. Ma future femme à l'époque, ben, elle était encore, pionne quoi et elle passait son concours pour être prof de français donc je veux dire, on n'était pas, on vivait pas sur Mmh. l'or, heu et donc forcément ça demande des sacrifices financiers, pour vivre, de ta passion. Ouais. Après j'ai été accompagné, on va dire, un petit peu par ma ville, qui m'aidait en tout cas en me versant une subvention, mais ça, c'est une fois que j'étais sur les listes de haut niveau, donc à partir de 2004. Donc avant, quand tu es pas sur les listes, tu pas reconnu, on va dire, hein. Même si toi, tu te dis, ben, tu fais tous les efforts possibles et inimaginables pour y arriver, faut que tu aies un statut. Ouais. Et ça, un statut d'athlète de haut niveau, c'est clair et net, hein. C'est une liste qui est dictée au 31, avant c'était au 31 octobre, maintenant c'est peut-être au 31 novembre. Et si t'es pas dessus, ben voilà, tu dis au revoir et t'as pas plein d'avantages après derrière, que ce soit sur la cotisation, sur les cotisations retraite, qui avaient été après votées par les précédents gouvernements, qu'ils soient sur les aides au niveau des subventions, etc., que tu n'as pas, tant que tu n'es pas sur cette liste. Donc ça, c'est hyper important déjà d'être D'accord. dessus. Et puis après, je pense que c'est des rencontres et c'est des coups de chance, hein. Moi, franchement, en 2005, quand je fais mes premiers championnats du monde, c'est la fin de Jean Galfione. Je me souviens, on fait son jubilé à Helsinki au championnat du monde. C'était ses derniers championnats du monde à Jean. Et moi, c'est mes premiers. Et je me retrouve au Club France à la fin. On est trois quatre énergumènes à fermer le Club France avant de repartir en France et à faire le jubilé de Jean. On boit des coups. C'était sponsorisé par le vignoble du Côte-du-Rhône, je me souviendrai toujours. On avait les Châteauneuf du Pape à disposition, c'était Sympa. exceptionnel. Et à la fin, en fait, je discute avec quelqu'un qui était le responsable en fait de l'athlétisme chez Adidas. Et on discute, etc. Et puis il me revoit le lendemain à l'aéroport. Il me dit oh, on a passé une super soirée et tout. Nan. Puis il me dit mais au fait, il me fait mais t'as pas de contrat toi. Je fais bah non 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 j'ai pas de. Ben non écoute j'ai rien. Il me dit écoute il fait là je pars en vacances et puis
Je te fais une petite proposition, je t'envoie deux, trois choses, je te fais une petite proposition quand je rentre de vacances. Et puis, en 2005, j'ai reçu, on va dire, une dotation avec des affaires, etc., de Adidas, une petite dotation sans contrat financier, mais déjà, pouvoir s'équiper et avoir de l'équipement, c'était déjà quelque chose de bien. Carrément. Et puis, en fait, en 2006, je gagne les championnats d'Europe. Et là, tout de suite, il était là parce que Adidas était partenaire de la Fédé d'athlé et il y est à nouveau. Et donc, ils étaient là sur les championnats et lui, il accompagnait la fédération d'athlétisme également. Ok. Et là, je gagne la course et il me dit, non, il me dit Johan, il me dit, bon, là, on va revoir le contrat tout de suite, en fait. Il me dit, tu viens de gagner les championnats d'Europe, donc je vois pas pourquoi tu serais pas comme un autre. Il y avait Ronald Pognon cette année-là qui avait fait 9,99 au 100 Eh oui. mètres. C'était le premier Français à faire moins de 100, donc moins de 10, pardon, moins de 10,00. Et donc, on l'avait il avait eu un contrat on va dire, à sa juste valeur, en tout cas du Ouais. marché, parce que la valeur, c'est le marché qui l'a fait aussi, hein, parce qu'entre un sprinter et un marcheur, c'est quand même Un petit peu, différent. ouais. Il est venu, et puis voilà, honnêtement, quoi, hein, il m'a proposé un contrat financier, il m'a dit non, mais c'est complètement normal que tu es comme les autres, tu es champion d'Europe, etc. Donc, j'ai été pris, on va dire, à ma juste valeur et à ce qu'ils estimaient, Mhm. quoi. Et ça m'a permis, après, ce contrat chez Adidas, après, il m'a permis, on va dire, d'arrêter déjà mon emploi jeune, Trop cool. de pouvoir me financer un peu plus, d'être plus après sur des contrats. Il y avait la ligue professionnelle aussi qui se mettait en place au niveau de l'athlétisme. Donc, Mhm. si tu étais champion d'Europe ou podium ou finaliste ou un chrono qui était plutôt, en tout cas dans les meilleurs mondiaux, tu pouvais prétendre à rentrer dans cette ligue professionnelle d'athlétisme qui avait été créée par Bruno Marie-Rose. Donc tu avais aussi une aide de la fédération sur un contrat d'image ou un contrat de travail. Donc tout ça faisait que, additionné de bout à bout, ça commence à sourire, à plus une assise financière, une sérénité également. Ok. Et puis, après, je me souviens, en 2006, hein, je me retrouve à faire l'inauguration du magasin Adidas des Champs-Élysées, où je suis avec Zinedine Zidane, Jonah Lomou, Justine Hénin, Génial. et juste avant, je gagne les championnats. Enfin, vraiment, ils avaient fait aucune différence. Et l'année d'après, quand je suis vice-champion du monde à Osaka, pareil, j'ai eu un contrat qui a été revu également à la hausse parce que j'étais vice-champion du monde, j'avais encore franchi un gap. C'était vraiment une relation vraiment de confiance. Et puis ça a fonctionné, on va dire, un peu comme ça tout au long de ma carrière. J'ai jamais eu beaucoup de partenaires, mais les partenaires que j'ai pu avoir avec eux, comme avec mes entraîneurs, on va dire, on a voulu créer une relation vraiment de confiance où on pouvait vraiment se faire confiance, Mhm. quoi. C'est-à-dire, si je suis blessé, etc., tu vas le dire, mais quand tu es performant, etc., tout le monde est content, ça pousse tout le monde vers le haut, et puis tu es aussi là pour partager aussi avec les équipes qui t'accompagnent, donc c'était important. Donc, Ouais. soit il y a eu beaucoup Adidas, et puis après j'ai été longtemps aussi avec Michelin en partenariat, qui m'ont aussi aidé pendant beaucoup de Ouais. temps, pendant plus de 10 ans dans ma carrière. D'accord. Donc tout ça, ça m'a fait, ça me procurait forcément une assise Mhm. financière, et en tant que marcheur, c'était en plus un plus, c'est le cas de le dire, hein, Carrément. parce que t'avais pas de, j'étais un des seuls marcheurs au monde. Avant, il y avait eu Robert Korzienowski avec Jefferson Perez, qui vivait certainement bien de la Ouais. marche. Mais en France, en tout cas, j'étais un des premiers à pouvoir, en tout cas, même si avant, il y avait eu Thierry Toutain, Denis Langlois, René Piller, qui avaient connu déjà cette professionnalisation. Mais moi, on va dire que ça avait franchi un seuil, un niveau, et ça m'a permis en tout cas de pouvoir voir tranquillement ma carrière, et puis de pouvoir D'être plus serein en tout cas, ouais. bien la structurer aussi, bien la structurer, pouvoir accompagner mon entraîneur sur les compétitions, C'est toi qui payais pour ton que, enfin, pour entraîneur? pouvoir que mon entraîneur m'accompagne, etc. En fait, j'avais un budget aussi, D'accord. une enveloppe budgétaire de la fédération qui m'aidait justement à valider ou pas mon projet sportif, et Ouais. donc à une hauteur, à hauteur
de ce que pouvait être ma demande. Des fois, ils allaient pas prendre 100% en charge, en fait, parce que je pense que c'était bien, parce qu'il en fallait aussi pour tout le monde. Ouais. Il en fallait aussi pour les autres athlètes, aussi en devenir, etc. Je pense que c'est toujours bien de pouvoir aussi, toi, te laisser une part d'autonomie et de pouvoir aussi construire aussi un peu ce que tu veux, mais t'investis aussi de ta poche un petit peu, et je pense que c'est bien aussi de faire de cette façon-là, de pas être voilà, que tu aies aussi un peu conscience de la valeur des choses, ça c'est important aussi, quoi, c'est important. D'accord. Mais oui, l'accompagnement financier, enfin, j'ai eu moi en tout cas cette chance de pouvoir vivre de la marche athlétique à travers des contrats de partenariat Ouais. d'image. Et juste pour qu'on se rende compte, alors peut-être pas nous donner le chiffre exact, mais c'est quoi les ordres de grandeur pour bah, quand tu disais que tu en vivais justement quand on est athlète comme toi? Bah, moi, je faisais un chiffre d'affaires où il n'y avait pas en gros, à peu près en moyenne par an. Alors ça, c'était un chiffre d'affaires puisque Avec ton j'ai monté entreprise. une Ouais. entreprise, donc j'étais aux alentours de 100 000 € par an. Ok, ça marche. Donc voilà. Non, mais c'est. Voilà, donc ça me permettait, moi, de peut-être percevoir un salaire aux alentours de 3 000 € par mois, 3 000 4 000 € par mois, de pouvoir après avoir une maison, mais pas un château, Ouais. hein, et puis à côté, de pouvoir, parce que bah, quand tu dis 100 000, déjà tu Bah, divises par on est en deux, France, hein. et puis après, ben voilà, après tu vis, on Ouais. va dire, à côté. Donc ça, c'est important. Et puis j'avais 2 enfants, etc. Donc c'était important de pouvoir aussi m'occuper d'eux, bien Mais m'occuper d'eux. ouais, et cette vie, Ça n'a pas des ordres de grand, enfin, pour moi, c'est de grosses ordres de grandeur, ouais. mais après, quand tu travailles, tu peux aussi y avoir des salaires qui sont autres, mais ça demande moins de. Enfin, Mon investissement, c'est ouais. plus du tout pareil, quoi. C'est plus du tout pareil. Comment t'as géré toi ta vie pro perso, si on peut dire ça comme ça, ou intime non intime, parce que bah t'as une femme, t'as des enfants, comment tu gères quoi en tant que sportif de haut niveau? Oh bah, j'ai tout le temps essayé en tout cas, moi, ce que j'ai fait, c'est que, enfin, j'ai essayé, en tout cas, de faire partager à mes enfants ou mes proches, bah, cette chance, en fait, de pouvoir, donc j'ai plutôt été tout le temps dans la générosité, dans le partage, que ça soit avec, mes enfants ou mes proches, donc c'était qu'ils puissent me suivre sur les compétitions, qu'on puisse fêter les victoires tous ensemble, partager des moments forts ensemble, de ceux qui pouvaient pas venir sur les compétitions, organiser, quand j'ai battu le record du monde du 50 km sur piste à Ouais, Reims, on avait organisé cet événement avec Adidas. C'était important pour moi, en fait, de pouvoir, Adidas est mon club, de pouvoir, en fait, offrir une course de très haut niveau, en fait, tous les gens qui me suivaient, alors on n'était pas, c'était en 2011, on n'était pas encore dans les réseaux sociaux, c'est vrai, ouais. à fond, à fond. On était plutôt dans Facebook, Et ouais, bah ouais. on était tous sur Facebook, mais maintenant c'est plutôt has-been, on va dire, mais on avait encore son site internet et Facebook, et c'était les réseaux sociaux, Ouais. mais c'était pas ce qu'on connaît maintenant. Et, euh, et c'était super de pouvoir faire un événement, en fait, dans mon stade à Reims, où je m'entraîne tout le temps, où tous les gens puissent venir me voir sur une compétition où j'avais mis la barre haute, c'est-à-dire que je m'étais dit, bah, je vais battre le record du monde sur piste, venez ce jour-là, et ce jour-là, je le battrai, où j'avais invité des athlètes étrangers à venir à cette course, le vice-champion du monde du 20 km, Atem Gouda, un athlète polonais qui avait fait vice-champion d'Europe derrière moi en 2010 à Barcelone, suédois, italien, enfin, etc. Donc il y avait des athlètes, et puis donc bah, de battre le record du monde devant son public, un public acquis pour toi, en fait, parce qu'il vient juste pour toi. Et bien sûr, il y a tes adversaires qui sont là, mais je veux dire, toi, tu annonces que tu vas battre le record du monde dans un stade qui avait une capacité de 2-3 000 personnes. Et oui, on a fait entre 3 500 et 4 000 personnes dans le stade. Ça a été une vraie, c'était une super. Pour moi, c'est un des plus beaux souvenirs parce qu'il y avait tout le monde qui était là et j'avais voulu partager. Donc en fait, pour ça, on va dire même quand voilà cet aspect financier qu'on parlait avant du sponsoring, pour moi,
ça a été en fait de la faire partager avec tout le monde en fait. Ça n'a pas été de vivre comme un millionnaire ou comme un, un footballeur, mais déjà j'y étais pas, mais c'était de pouvoir créer des événements derrière et pouvoir partager aussi avec du monde, rendre en fait tout ce qu'on m'avait apporté et apporter de l'émotion et des valeurs de partage qui pour moi étaient hyper Les importantes, valeurs du quoi. sport, Hyper quoi. importantes. Top. Ouais, c'est ça complètement quoi, mais de façon aussi professionnel, mais en gardant cet amateurisme aussi. Je me souviens, il y avait le président du club de foot du Stade de Reims qui était venu me voir avec Olivier Létang, qui est maintenant président du club du LOSC, etc., qui était venu voir la course, qu'il était encore joueur à l'époque au Stade de Reims. Enfin, tout ça, c'était... Oui, il y avait tout le monde. Je commençais à être un peu une figure, en tout cas en local, mais même Même au au niveau niveau national, oui, oui, international dans mon international sport. aussi. Et pas que dans ton sport, hein. Mais bon, c'était un super événement avec énormément de partage et c'était bien pour moi de pouvoir l'offrir à beaucoup de monde, au plus de monde Ouais, possible. bah c'est Parce qu'ils ne peuvent pas se voyager, tu peux pas aller sur tous les continents, on peut pas te suivre comme ça, c'est assez difficile. Donc c'est bien de pouvoir des fois le rendre ouais, comme je ça, quoi. suis Bon, après, c'était encore un 50 km sur piste. Là, par contre, ça demandait encore un effort, un autre effort psychologique, mais c'était drôle. Et puis, ben, avec le record du monde derrière, eh c'était encore beh, mieux. exactement et encore bravo pour ça. J'aimerais, qu'on évoque aujourd'hui ton après-carrière professionnelle, de sportif de haut niveau parce que tu es toujours en carrière, je vais le redire. Avec ce challenge Paris 2024, avec la team Décathlon, qu'est-ce que tu fais en fait? C'est quoi ton rôle, et quel est votre rôle avec toute la team? Ben, moi, en fait, j'ai rejoint le Décathlon en 2016, après les Jeux Olympiques de Ouais, Rio, où en fait, bah, enfin, pour moi, je connaissais pas bien Décathlon. Enfin, je connaissais comme quand j'étais gamin, il fallait que j'aille m'équiper. Et j'allais là-bas parce que ben, c'était ce qu'il y avait de plus abordable, de plus accessible pour le porte-monnaie de mes parents, on va dire. ouais, Quand, quand tu pousses pas ton activité à fond, on passait par là pour découvrir, on va dire. Et puis ben, j'ai découvert, on va dire, un univers que je connaissais pas du tout, qui était plutôt finalement ben, des équipes qui étaient tous des passionnés de sport, bah, des ingénieurs en fait qui étaient là pour concevoir des produits sur place, en France, etc. Enfin vraiment une vision que j'avais pas du tout, donc ça m'a plutôt plu de pouvoir participer en plus dans la dernière partie de ma carrière à des projets de co-création également de produits, de chaussures, de textiles, etc. D'être écouté parce que enfin, Decathlon avait une marque de marche donc, qui s'appelait Newfield et bah, c'est la première marque en fait qui me demandait ce que moi j'attendais d'une chaussure en fait. Et ça pour moi c'était un truc de dingue en fait. Avant j'avais des dotations, on me donnait et je mettais, enfin je consommais, je jetais, je reprenais, on m'en renvoyait, je remettais, etc. Euh, et là non, c'était pas ça, c'était plutôt bah, qu'est-ce que toi t'imagines d'une chaussure de marche, qu'est-ce que t'en attends, etc. Ses propriétés. Et puis après, donc, qu'elle soit pour moi athlète de très haut niveau qui va lui demander bah, énormément à cette chaussure, ouais. mais qui soit aussi après déclinée pour d'autres pratiques, qui soient des pratiques ben, débutantes, des pratiques pas forcément de haut niveau, mais de bon niveau, mais aussi sur d'autres marches, sur de la marche nordique, de la marche sportive, etc. Donc c'était ouais, j'avais pas du tout ça en fait dans mon disque dur, que c'était ça et ça m'a tout de suite plu. OK. Et donc en fait, bah, fur et à mesure du temps d'être immergé un peu dedans, ils ont signé en fait le partenariat avec Paris 2024 pour être l'équipementier officiel des volontaires. OK. Et donc après, derrière ça, on s'est dit qu'il fallait que ce partenariat soit aussi un sujet de marketing et de faire en fait connaître Decathlon à travers ses produits, la conception et OK. pas forcément la vente, mais la conception des produits. Et donc le team athlète, il est venu naturellement. Donc moi j'ai écrit, on va dire, les premiers jalons de team athlète, la mouture de recrutement, d'aller parler avec des athlètes pour qu'ils puissent travailler avec nous et s'ils en avaient l'envie, de partir sur un projet comme ça avec D'accompagnement cette global, quoi. entreprise. Ouais.
d'accompagnement un peu qui était différent. Et bon, vu qu'ils me connaissaient aussi, moi, avec mon historique de sportif de haut niveau, dans le milieu de l'olympisme, etc., ça n'a pas été difficile, on va dire, de convaincre, mais c'était même pas de convaincre, en fait. Moi, je suis là vraiment maintenant pour les accompagner, on va dire, sur les. Donc, bien sûr, mettre les athlètes à disposition de nos ingénieurs pour travailler sur des produits qui soient le plus performants Mmh. possible pour ces athlètes de haut niveau, pour qu'ils puissent les porter, les mettre et être en compétition avec, mais également toujours avoir cette notion maintenant. On ne parlait pas de performance, mais maintenant on parle de produits performants chez nous, mais également accessibles, parce que ça, l'accessibilité, c'est tout le temps pour nous quelque chose, c'est un enjeu Eh oui. fort. Où on est vraiment beaucoup engagé sur de nombreux projets de société comme ça et d'accessibilité par le sport. Et donc voilà, cet accompagnement aussi, il s'est fait. Les athlètes, en fait, une fois que tu les mets autour d'un projet et qui sont acteurs d'un projet, on va dire, sur de la co-création, sur un produit, etc., ça en sera forcément les meilleurs C'est ambassadeurs. C'est clair. pas des Eh oui. histoires là que tu racontes, c'est pas fake, parce que forcément, ils sont avec les ingénieurs, ils sont autour de la table, ils font des feedbacks sur les produits, etc. Et c'est super enrichissant pour eux Ouais. et pour nous également, derrière. Et on se challenge tous pour avoir, en fait, on va dire, le produit le meilleur possible et pour le plus de monde après possible, on peut le décliner. Et puis après ça, forcément, il y a aussi moi, mon rôle aussi à l'intérieur, c'est de les protéger aussi, de leur apporter de la sérénité à travers aussi un contrat financier, Eh oui. etc. Mais également, ils savent que comme je suis un ancien athlète de haut niveau, c'est beaucoup plus facile. Et avec le palmarès et avec toute la carrière parce qu'ils m'ont tous suivi ou ils me connaissaient tous, donc ça les a plus mis en confiance Ça parce rassure, qu'ils ouais. savaient que j'étais là, moi, pour à leur apporter de la sérénité, que je serais vraiment le bon fusible. Je vais pas aller les solliciter quand ils sont en repos, par exemple, parce que quand on est en repos, c'est des phases de moments où on a besoin de repos et on n'a pas besoin d'être. On n'est pas là en fait pour être sollicité, mais ton entraîneur ou toi où tu as besoin de justement Mmh. de te reposer et pas de partir dans les quatre coins de la planète, etc. Donc je connais en fait, on va dire, le sport de haut niveau, donc c'est simple, on va dire, de pouvoir discuter avec eux, de pouvoir les faire participer à des projets, mais pas forcément que de co-création, des projets de société, Mmh. d'innovation, etc. Et puis, comme tout à l'heure, tu parlais de Paris 2024, de cette équipe de France olympique. Nous, on a 33 athlètes à l'intérieur, on a 5 nationalités différentes, mais OK. 6 nationalités, mais on a majoritairement quand même des Français, avec 25 ou 26 athlètes français. Donc, forcément, euh, recréer un collectif aussi quand tu vois un Romain Canon qui fait de Bien l'escrime, sûr. de l'épée, champion olympique, avec Antoine Brizard qui est champion olympique de volley, et puis une petite jeune comme Marianne Molu qui fait de la natation du 50 mètres et du 100 mètres d'eau qui a 17 ans. C'est Nantin Keita sur du parathlétisme. Enfin voilà, il y a une telle richesse entre tous ces sportifs. Et puis aussi les nouveaux sports avec le skate, avec Edouard Damestoy, etc. Donc avec des sports qui sont complètement différents, mais qu'on la seule aussi et même vision, c'est de représenter leur pays, Eh ouais. de briller aux Jeux Olympiques, d'être tous ensemble et aussi de pouvoir se retrouver, de partager des moments de cohésion, de pouvoir discuter ensemble, de voir comment ils se préparent, de prendre des feedbacks, d'un Vincent Gérard qui est champion olympique, quand tu es je sais pas moi, quand tu fais du breakdance, c'est là que tu vas faire tes premiers Jeux Olympiques, ça sera le breakdance qui arrive aux Jeux Olympiques et tu te dis, mais ouais, qu'est-ce que c'est quoi en fait le village olympique là quand notre breaker il est arrivé et il est rentré à l'INSEP, il s'est dit, mais qu'est-ce que je fais à l'INSEP, Ouais, enfin, ouais. Je crois que c'était c'est sur waouh, Stade 2, ils avaient fait un petit c'est reportage sur lui. un truc de fou. Donc voilà, c'est tout ça, c'est de pouvoir aussi créer cette diversité dans le team. Pour moi, c'était aussi hyper important, quoi. Et puis aussi, on fait aussi du marketing et du business, c'est Bien sûr. aussi une image aussi d'aller aussi sur ces nouveaux sports, c'est aussi pour nous le fait aussi de pouvoir justement aller toucher les jeunes, quoi, une clientèle qu'on a beaucoup moins,
Alors que maintenant, on fait aussi des produits avec nos athlètes et pour nos athlètes et vont être aussi commercialisés derrière sur du sportswear, du streetwear, etc., qui correspondent complètement au code en ce moment qu'ont les jeunes, quoi, que ce soit sur le skate, sur le breakdance. Mmh. Le style est hyper important sur le surf, les frères Mawem en escalade, Eh enfin, oui, oui, etc. oui. C'est des gens Eh ouais. qui vont plutôt parler beaucoup à cette communauté, on va dire, cette Gen Z, quoi, 15-25, Ah, il 15-25, il quoi. faut Et satisfaire c'est tout le aussi monde, ouais. important de le faire, quoi. Et ouais. Ouais. Et d'ailleurs, c'est quoi tes pronostics là pour les JO 2024? Combien de médailles avec l'équipe Mais de France? ouais, je sais pas du tout. Voilà, je sais même plus. C'était 80 qu'ils avaient annoncé le D'accord. gouvernement, le président Macron. 80, je crois, à la base. Ok. Je sais pas si on ira à 80 médailles, mais En tout cas, il faut être ouais, ambitieux. ouais, faut être ambitieux. Faut être ambitieux, mais en tout cas pour moi, pour nos athlètes, c'est, ouais, en tout cas qu'ils prennent un max de Ouais, plaisir parce que d'être en France devant son ça va public, être ça sera génial. une fois et ça sera unique. Donc pour eux, c'est vraiment de prendre un max de plaisir. Déjà, de se qualifier pour ceux qui sont pas encore Ouais. qualifiés, d'aller chercher le quota, les dernières places qualificatives, etc. Et puis après, derrière, bah, ça sera une fois. Donc des fois déjà, ça peut être des fois qu'une fois que tu fais les jeux, mais une fois que tu fais les jeux et dans ton pays, Mhm. ben là c'est voilà de rien regretter et de tout donner là. Et puis bah, déjà ça sera déjà une victoire, Ah quoi. ouais, non mais c'est Mais forcément, si nous après derrière, on a forcément un objectif aussi de médaille qu'on a aussi envie d'avoir et d'atteindre. Parce que Decathlon n'était pas forcément attendu sur ce pan-là, je veux dire vraiment performance, où là maintenant on axe vraiment bah, à travers le team athlète, mais il n'y a pas que le team athlète. Là, on va voir dans quelques jours à travers aussi le cyclisme avec Van Rysel, avec les vélos. Il y a Rock Rider qui a et monté ouais. son team professionnel sur le VTT, qui a fait des très belles places tant chez les hommes que chez les femmes sur le circuit mondial. Euh, enfin voilà, donc on commence à bah voilà à être, on va dire, acteur et on veut l'être encore plus en plus même après surtout après les JO, du sport également, du sport, mais sur la perf également, quoi, sur la Mhm. perf. En tout cas, hâte de voir tout ça. On arrive sur les questions de la fin. Ouais. Est-ce que tu as un gris-gris ou une croyance que tu n'oses pas forcément crier sur tous les toits, mais quand ça va un peu moins bien, tu te dis, je sais pas, une sorte de mantra ou tu as quelque chose qui te permet, toi, de sauter la haie ouais, qui te gêne là en ce moment? Moi, pas franchement. Après, non, je me suis tout le temps beaucoup mis dans la lecture, donc ça a plutôt été des réflexions Ok. philosophiques ou donc beaucoup, des fois, tu vois, des textes de Hermann Hesse sur Siddhartha, donc c'est très philosophique quand Ok. même, ou sur du Jack London des fois aussi, mais qui a rien à voir. Martin Eden, enfin, des fois des petites, euh, des petits mots, des petites phrases, des contextes qui font que ouais, j'ai réussi à des fois à aller de l'avant ou de l'au-delà. Et puis je te disais aussi souvent. Pour moi, c'est me reconnecter avec la nature aussi et avec les éléments. Ça faisait partie des fois de gris-gris. J'allais arrêter de m'entraîner. Des fois, j'en pouvais plus. J'avais un Ok. trop plein de tout. Je coupais, je partais au bord de la mer ou en montagne et me retrouver avec les éléments et à réfléchir un peu à tout ça et à relativiser par rapport à la grandeur qui peut nous entourer aux éléments. En tout cas, ouais, ouais, je suis assez sensible par rapport à tout ça, à tout ça, bah, on va dire, ouais, aux éléments, quoi, l'air, le feu, le vent, tout ça, j'y crois beaucoup. Enfin, j'y crois beaucoup, quoi, Ouais. j'y crois beaucoup. C'est spirituel, mais il n'y a pas de croyance. J'ai pas de croyance. Je suis athée, mais plus profond de moi-même. Mais en tout cas, il y a quelque chose quand même en lien avec la nature qui fait qu'à chaque coup, j'arrive à me reconnecter quand ça va pas, quoi. En tout cas, à me réancrer, quoi, à me Ouais, une réancrer. certaine énergie en effet qui se dégage quoi qu'il arrive, hein. Ça, c'est Einstein qui le disait, hein. Ouais, Tout est c'est énergie, ça, mais ouais, on peut le ressentir. complètement. Et puis après, un autre grille que j'avais, mais ça, c'était avant une course, c'était avant d'affronter un 50 km, c'était de ouais, me mettre sur la ligne de départ, quoi, et puis
être bien ancré au sol, quoi, et puis regarder loin devant, quoi, à l'horizon, et se dire, allez, là, tu fermes les yeux, tu rouvres les yeux et tu te dis, bon, allez, tu t'imprègnes du monde, du public, du parcours, etc. Et tu te dis, bon, allez, là, ça y est, je suis parti pour 50 kilomètres Et ouais, et faut voilà, foncer. c'est parti. Et ça, c'était quelque chose aussi que je faisais avant chaque course, quoi. C'était important. C'était Voilà. important. Ok, merci pour ce partage. Est-ce qu'il y a un invité que tu aimerais voir sur notre podcast, qui soit sportif de haut niveau, qui soit artiste, qui soit, peu importe, voilà, t'as quelqu'un que tu aimerais écouter, voir sur ce podcast? Un invité que j'aimerais voir sur le podcast, oh bah alors là, il y en a tellement. J'aime tellement, mais non, mais après, Faut qu'il soit français, faut ouais, qu'il ça parle serait français en tout plus cas. On a eu des qui, Québécois, qui, qui, qui parle mais ouais, français. Ouais, bah ça serait, ouais, j'aimerais, ouais, si j'avais une rencontre à faire, ouais, j'aimerais bien plutôt rencontrer un écrivain. Quelqu'un comme Jean-Christophe ok, Ruffin, j'aime bien quelqu'un comme Laurent Godet ouais, aussi, c'est des écrivains que j'aime vraiment bien et que j'aurais bien aimé rencontrer, pouvoir discuter avec eux. Ouais, je pense qu'on a on a plusieurs vies dans une seule vie heureusement. et moi je sais que ouais, en tout cas cette partie littéraire pour moi, je pense qu'elle est hyper importante et en plus dans les livres, tu peux tellement discuter à travers une lecture et avoir des points de vue des fois complètement différents en fonction des émotions, en fonction de quand tu vas le lire, etc., qui font que tu peux tout le temps partager beaucoup de choses à travers un livre, mais aussi à travers la musique, etc. L'art est C'est fabuleux hyper pour ça, important. mais ouais, ouais. Ouais, Et, complètement, ouais, et, complètement. Puis ça t'ouvre aussi, ça t'ouvre énormément. et exactement. Si on veut te joindre, déjà, un, est-ce qu'on peut? Et deux, c'est comment? Si on veut me joindre, Alors, vous ou non, pour les non, si auditeurs, c'est-à-dire sur LinkedIn, on veut est-ce me que c'est joindre, sur un... si on a des Ouais, questions, bon, c'est sur ouais, LinkedIn, Instagram, c'est pas le plus. Des fois, j'ai beaucoup de messages et je suis pas le plus connecté. Je suis pas les plus connectés. Et puis après, pour les plus anciens, j'ai toujours mon Facebook. Il y a tout le temps mon ami qui le gère et qui m'envoie les contacts. Non, mais le plus simple, c'est souvent sur LinkedIn où j'arrive à plus suivre les choses, quoi, oh, à répondre de manière régulière. ok. Bon, ben, ça marche là-dessus. On va de toute façon mettre tout ça dans les notes du podcast, les différents liens pour être connecté. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs? Non, on a parlé un peu de tout. Je pense que ouais, ce que je peux dire, c'est, ouais, je pense que ouais, il faut, comme tout à l'heure, tu parlais de résilience, etc. Je pense que c'est ça. Faut croire en ses rêves, faut croire en soi, et puis derrière, pas avoir peur du jugement, du regard, des prises de décision qu'on a. Des fois, faut réussir à se mettre en danger, mais de façon contrôlée. Et puis, ben, quand on a eu quelque chose en tête, une idée en tête, voilà, faut croire en ce rêve ou en cet objectif, sachant que la route, elle sera jamais droite. Il y aura tout le temps, ça n'existe pas quelque chose de linéaire. C'est Donc clair. c'est très très rare. Donc on sait qu'il y a des virages des fois dans la vie, etc., qui font que ça peut être plus compliqué. Mais je pense que ouais, même si le sentier il est parsemé d'embûches, faut tout le temps garder, on va dire, le point là-bas que tu t'es mis en haut, au sommet, et ben voilà, faut pas lâcher ce point-là et tu sais que tu peux être accompagné, etc., pour réussir à aller chercher ce point que tu t'es mis en haut, que ça soit dans n'importe quel objectif de vie, en fait, c'est important. Et puis l'important pour moi, je pense que c'est vraiment d'être épanoui le plus possible dans ce qu'on fait, quoi, dans ce qu'on fait. Ouais, je suis d'accord. Être épanoui, et puis la notion de rêve, elle revient quasi systématiquement Mmh, dans cette dernière question que l'on pose dans notre podcast. Et c'est important d'avoir des rêves pour avancer, quoi. complètement,
complètement. Merci infiniment, Johan, pour cet échange, pour ton partage. Franchement, on en a pris plein les yeux, plein les oreilles. Et justement, on a hâte de pouvoir le partager sur l'ensemble des plateformes, Deezer, Spotify, Apple Podcasts, et bien évidemment sur YouTube, Insta, TikTok, et les différents réseaux sociaux, même Facebook. On diffusera. Et puis, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent encore, encore merci de nous suivre et rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec un invité aussi exceptionnel que Johan. Ciao, ciao.